Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le président ukrainien Volodymyr Zelensky agace ses partenaires. Retour ensuite sur les anicroches franco-allemandes. Et enfin, une page américaine avec le fils du président Biden au cœur de multiples scandales. Et pour commencer cette édition, le président ukrainien qui commence à agacer ses partenaires. Volodymyr Zelensky pourrait bien s'avérer plus dangereux qu'utile à son pays. 4,5 millions d'Ukrainiens privés d'électricité jeudi soir, 450 000 à Kiev, selon Volodymyr Zelensky. Dans ses interventions récurrentes, le président ukrainien prend soin de faire un état des lieux de la situation militaire et humanitaire dans le pays et d'envoyer des signaux à ses partenaires occidentaux. Dernière formule choc en date, il évoque désormais la terreur énergétique des Russes. Un concept formulé par lui ou un cabinet de conseil, mais qui en tout cas s'inscrit dans une recherche systématique de la petite phrase du concept qui marquera. Surfant sur le sensationnalisme médiatique et le quasi-unanimisme dont la cause ukrainienne fait l'objet en Occident, Zelensky force le trait au risque d'en faire un peu trop. Déjà lors d'un voyage en Israël, il s'était pris les pieds dans le tapis en s'essayant à des comparaisons hasardeuses. Le président ukrainien reproche d'ailleurs régulièrement à l'État hébreu de ne rien avoir fourni à Kiev. Un reproche à ceux qui ne donnent pas, mais aussi à ceux qui donnent. Depuis l'invasion russe, le président n'en finit pas de demander toujours plus et de se montrer menaçant à l'endroit d'alliés qu'il juge un peu trop mous. La NBC rapporte que le président américain s'est même agacé et a même haussé le ton lors d'un échange téléphonique avec son homologue. Ainsi, Joe Biden venait à peine d'annoncer qu'il débloquait $1 milliard pour l'Ukraine que Zelensky commençait à énumérer l'aide supplémentaire dont il aurait besoin. Demandant au président ukrainien de faire preuve de plus de gratitude, Biden lui a aussi rappelé que son administration et son armée travaillaient dur pour venir en aide à son pays. Refusant de participer au G20 de mi-novembre en Indonésie, si la Russie y participe, il pourrait se montrer un peu trop intransigeant dans la perspective d'hypothétiques négociations. Une intransigeance liée à la situation évidemment, mais aussi à sa faible expérience politique et à sa surexposition médiatique. Mercredi, Volodymyr Zelensky a salué la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, après que Moscou a accepté de reprendre sa participation à l'accord signé en juillet. Une prise de parole lors de laquelle il s'est donné la peine de remercier le président turc Recep Tayyip Erdogan. Quand on sait que la Turquie est devenue le pays refuge des entreprises russes pour faire face aux sanctions européennes, on peut être étonné que Zelensky réserve ses remerciements à ceux qui l'aident le moins, même s'il faut aussi envisager ici l'habileté diplomatique d'Ankara depuis le début de la guerre. Si pour l'heure le président ukrainien a su imprimer sa narration, ou celle de ses bailleurs de fonds, il ne sera pas supporté indéfiniment et devra probablement baisser d'un ton avec ses partenaires s'il veut durer. Devenu une icône politique un peu malgré lui, celui qui était il y a peu encore un acteur raté, a aujourd'hui un sentiment de toute puissance. Il ne devra cependant pas oublier qu'il n'existe que parce que ses bienfaiteurs occidentaux le veulent bien. Les relations franco-allemandes à l'épreuve de la crise énergétique. Au cœur du problème, l'abandon d'un projet de gazoduc qui devait relier l'Espagne et la France. Les éclaircissements de Nicolas de Lamberterie. Depuis la rentrée de septembre, les discordes entre la France et l'Allemagne, les deux pays traditionnellement considérés comme étant les moteurs de l'Union européenne, sont de plus en plus visibles. S'il est vrai que l'expression de « couple franco-allemand » n'a jamais été utilisée qu'en France et non pas outre-Rhin, relevant par ainsi jusque dans le domaine sémantique le caractère de partenaire de second rang de la France dans la relation franco-allemande, le report du Conseil des ministres franco-allemands prévu fin octobre est inédit depuis son instauration en 2003, voire même depuis l'instauration des sommets franco-allemands en 1963. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique, rien ne va plus de soi entre la France et l'Allemagne, que ce soit sur les questions de défense, d'énergie ou de relance économique. Sur les questions énergétiques, l'industrie allemande, qui est le principal moteur de l'économie allemande et européenne, mais aussi très dépendante au gaz russe, fait face à une menace mortelle en cas de pénurie ou du coût excessif de l'énergie. Depuis le sabotage du gazoduc Nord Stream, la perspective de voir cette crise durer s'est renforcée, ce qui a entraîné la démultiplication des intentions de transfert des sites industriels allemands vers des pays où le coût de l'énergie est supportable, à commencer par les États-Unis d'Amérique, qui mènent une politique commerciale visant à attirer l'industrie allemande.
Par conséquent, l'Allemagne est de plus en plus tentée de faire cavalier seul et de ne s'en concentrer que sur ses intérêts. Ignorant le rôle de la Commission européenne sur les questions énergétiques, Berlin cherche seul à diversifier et sécuriser ses approvisionnements. Une tentative de collectivisation des ressources gazières en Europe a d'ailleurs reçu un veto hongrois au sein de l'Union européenne en juillet, même si d'autres pays ont accepté le jeu de la solidarité, entre autres la Tchéquie ou la France. Autre point de désaccord, les projets de relance économique. C'est sans consulter ses partenaires européens que le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé un plan de soutien à l'industrie allemande de 200 milliards d'euros. En revanche, l'Allemagne semble beaucoup moins enthousiaste à l'idée de valider un nouveau plan de relance européen pour faire face à la crise énergétique. En effet, tant que l'euro était une monnaie forte et correspondait aux intérêts de l'Allemagne, cette dernière consentait à accepter de la création monétaire pour maintenir à flot les pays du Sud européen, désavantagés par la monnaie commune européenne. Maintenant que l'euro s'est fortement affaibli, l'Allemagne en danger est beaucoup plus réticente à jouer le jeu de la solidarité européenne. En parallèle de cela, un autre sujet indirect de tension entre Paris et Berlin concerne l'abandon d'un projet de gazoduc entre la France et l'Espagne. Ce projet, MidCat, pensé en 2013, aurait dû relier la France et l'Espagne par la Catalogne et intéresser de nombreux pays, au premier rang duquel l'Espagne et l'Allemagne. Cette infrastructure devait venir compléter un gazoduc déjà existant qui remonte depuis la côte andalouse espagnole à Almeria jusqu'à la commune catalane, en Espagne, d'Hostalric. En réalité, plus précisément, il devait donner une continuité au gaz fourni par l'Algérie à l'Espagne et en faciliter la livraison à la France et partant au reste de l'Union européenne. L'objectif de l'Espagne, en fait, est d'écouler davantage les quantités gazières qu'elle reçoit, puisqu'elle reçoit bien davantage de gaz qu'elle n'est capable elle-même d'en consommer. Son obsession, depuis plusieurs années maintenant, mais plus encore avec l'actuelle crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, est de revendre le plus possible ses surplus de gaz. Or, actuellement, elle ne peut le faire que par méthanier, ou bien à travers deux gazoducs qui la relient au reste de l'Europe via la France, qui passent par le Pays Basque et la Navarre, mais dont la capacité totale serait inférieure à la volonté espagnole d'exportation du gaz qu'elle achète à l'étranger. L'Allemagne, elle, est très intéressée par le gazoduc MidCat parce qu'elle estime qu'elle pourrait ainsi accroître ses capacités d'achat gazier en provenance du Sud en se connectant au réseau français qui lui-même serait beaucoup mieux connecté au réseau espagnol, lequel est excédentaire, a priori, en achat de gaz venu de l'étranger. En dépit des pressions espagnoles et allemandes, le projet a finalement été abandonné au mois d'octobre, le gouvernement français avançant un certain nombre de raisons, dont certaines écologiques, pour définitivement enterrer ce projet. La France, de son côté, refuse cette option du gazoduc MidCat, d'abord parce qu'elle estime que construire la partie la reliant à l'Espagne serait extrêmement coûteux, même si l'Union européenne a déjà proposé de prendre en charge une partie du coût de la construction de cette infrastructure, mais elle estime aussi que la construction de cette infrastructure prendrait trop de temps et ne répondrait pas à l'actuelle urgence énergétique et gazière en Europe. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que la France, officiellement, notamment à travers les déclarations de la ministre Agnès Pannier-Runacher, veut faire du gaz une énergie du passé, notamment dans le cadre de son ambition de transition énergétique vers des énergies renouvelables. À partir de là, le gazoduc MidCat n'apparaît pas, tout du moins dans les discours officiels, comme une priorité. Aux États-Unis, des révélations explosives pourraient faire vaciller Joe Biden. Un dossier de 600 pages détaille des crimes et délits de son fils qui sont rendus publics. Tour d'horizon. Sexe, drogue et trahison dans le clan Biden. Le président Joe Biden, déjà bien occupé avec les élections de mi-mandat, doit aussi faire face au dossier accablant de son fils Hunter. Plus de 600 pages publiées par le think tank Marco Polo, un groupe de recherche américain ayant pour principale activité la dénonciation de la corruption et du chantage. Y sont détaillés et énumérés pas moins de 459 crimes et délits, dont 140 infractions liées aux affaires, 191 liées au sexe et 128 liées à la drogue. Conflits d'intérêts, fraude fiscale, détournement de fonds pour plusieurs millions d'euros, achat, possession et usage de stupéfiants, détention illégale d'armes à feu, sextape. La liste est longue et variée.
Le scandale est d'autant plus grand et d'autant plus dangereux pour le président qu'Hunter Biden a pu bénéficier des relations de son père, notamment lorsque celui-ci était vice-président sous Barack Obama pour faire des affaires, principalement en exerçant des pressions illégales sur des personnes au Kazakhstan, en Roumanie, en Serbie, au Mexique, mais aussi en Ukraine et en Chine. Le scandale ukrainien était déjà connu au moment de l'élection présidentielle de 2020. Entre 2014 et 2019, Hunter Biden a siégé au conseil d'administration de Burisma Holdings, un des plus grands producteurs privés de gaz naturel d'Ukraine, une société détenue par des oligarques. Au sein de cette société, Hunter Biden aurait été consultant, bien que ne connaissant rien au sujet de l'Ukraine et n'ayant aucune expérience dans le secteur de l'énergie. Une enquête avait alors été menée par un procureur général ukrainien. Joe Biden, vice-président de Barack Obama, au moment des faits, avait effectué un chantage contre le président ukrainien Petro Poroshenko pour que ce procureur soit limogé. Celui-ci sera remplacé par un autre qui bouclera rapidement l'enquête, et cela sans inquiéter Hunter Biden. Donald Trump demandera une enquête sur cette affaire et fera en réponse l'objet d'une procédure d'impeachment qui n'aboutira pas. L'affaire était donc connue, mais n'était qu'une partie émergée de l'iceberg. D'autres éléments sont à présent révélés. Un dirigeant d'une société émanant officieusement de l'État chinois a ainsi envoyé un courrier électronique au fils de l'actuel président dans lequel peut être lu, je cite, « Quand les services secrets souhaitent appeler pour vérifier les choses, comme ils le font toujours, faites-leur rappeler Jonathan ou moi ». Il aurait ainsi placé les États-Unis dans une situation délicate en donnant aux Chinois des moyens efficaces de faire chanter Joe Biden. À ces affaires s'ajoute un volet d'ordre sexuel et des vidéos à caractère pornographique que prendrait plaisir à tourner Hunter Biden lors de ses ébats, des vidéos pour lesquelles le consentement des participants interroge, des participants dont l'âge d'apparence bien juvénile de certains laisse envisager le pire. Affaires financières, affaires de mœurs, mais aussi impunité, comme le souligne l'essayiste et analyste économique Stanislas Berton. De nombreux acteurs se sont mobilisés pour garantir une forme d'impunité pour le clan Biden. Ce qui est vraiment frappant, c'est que vous avez vraiment les 4 étapes, c'est-à-dire dans un premier temps, il y a le FBI qui enterre l'affaire, donc personne ne veut se saisir du dossier en dépit du fait que tous les crimes sont des infractions constatées, même des crimes fédéraux. Ensuite, vous avez la communauté du renseignement qui va essayer d'allumer un contre-feu, qui va dire « mais non, pas du tout, c'est un complot monté par les Russes, tout est bidon dans ce dossier ». Et ensuite, vous allez avoir les GAFA, donc Twitter, Facebook notamment, qui reconnaissent, en plus eux le reconnaissent, qu'ils ont enterré cette affaire, ils ont empêché la communication des informations liées à ce rapport et au crime d'Hunter Biden sur leurs plateformes respectives. Et puis enfin, vous avez les médias de masse qui refusent de parler de cette affaire, qui refusaient d'en parler il y a 2 ans avant l'élection présidentielle et qui n'en parlent pas plus aujourd'hui. Pourtant, une procédure d'impeachment aurait pu être déclenchée pour moins que cela, et c'est précisément ce que l'administration Biden peut craindre en cas de victoire des républicains au Congrès.